Bon alors j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo à la base, mais je suis tombé sur quelque chose de vraiment intéressant et j'avais envie de le partager avec vous. Alors assez régulièrement, j'aime bien prendre un petit peu de temps pour aller lire différentes publications de scientifiques, techniques. Donc je suis par exemple très souvent fourré dans la bibliothèque de l'AES, qui est une mine d'informations absolument colossale et je vous recommande, hein, c'est vraiment passionnant. Mais j'aime bien aussi lire parfois des publications scientifiques de recherche un peu plus fondamentales, parce que parfois il peut y avoir des implications sur le son ou sur l'audio. Et alors je suis tombé sur un papier de recherche, donc une publication scientifique, qui parle de ce qu'on appelle les fenêtres d'interaction spectrale harmonique. Donc c'est un procédé, une technologie assez récente qui crée une sorte de passerelle d'interaction entre les domaines de l'optique et le domaine de l'acoustique. Et donc forcément ça a retenu mon attention. Et alors, je me suis dit, je vais essayer de voir si je peux pas contacter la personne qui a publié ce papier, puisque c'est un laboratoire français, un chercheur français. Et à ma grande surprise, j'ai réussi à retrouver ses coordonnées et il a accepté de répondre à quelques-unes de mes questions. Donc, je vais vous livrer un petit peu brut comme ça, hein, parce qu'on a fait ça ce matin, donc c'est vraiment très 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 rapide, voilà. Je vais vous livrer un petit peu la discussion qu'on a pu avoir. Vous allez voir, c'est absolument passionnant et on en reparle juste après. Bonjour Monsieur Dubois, je suis ravi de vous avoir en ligne. Je vous avoue que c'était un peu inespéré de réussir à vous joindre, donc je suis vraiment ravi. Donc déjà, merci de prendre le temps de me répondre. Bonsoir à tous, je suis donc Antoine Dubois, chercheur au CNRS dans la physique des plasmas et notamment la physique des plasmas utilise les lasers intenses et moi plus spécifiquement je m'occupe des lasers intenses. Okay. Voilà pour la présentation. Ok, justement les lasers c'est pile dans le sujet dont on va parler puisque donc je suis tombé sur votre papier comme je vous avais expliqué, là on avait discuté un petit peu tout à l'heure là sur votre papier sur les fenêtres d'interaction spectrale harmonique, donc une espèce de technologie assez nouvelle et assez intrigante qui apparemment fait un lien entre l'acoustique et l'optique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous êtes arrivé à mettre ce genre de choses à découvrir ce genre de choses, parce que ça me paraît vraiment incroyable. En fait, ce qui vous intéresse, c'est de savoir comment on a fait cette découverte. Oui, c'est ça. De temps en temps, je lis un petit peu les choses qui sortent, et là, ça m'a vraiment intrigué. Hein. Donc, effectivement, oui, comment vous êtes arrivé à découvrir ce lien comme ça entre, on va dire, l'optique et l'acoustique, quoi? En fait, c'est une longue histoire, mais qui est finalement assez simple. En fait, quand on est chercheur, on cherche toujours dans un champ de recherche académique qui est souvent très spécifique. Et en fait, souvent, il arrive que soit un doctorant ou on ait une nouvelle idée ou on soit entraîné dans un nouveau chemin de la recherche parce qu'en manip, on constate des choses qui n'étaient pas forcément prévues et c'est ça qui est vraiment chouette dans la recherche. Et là, en l'occurrence, nous, on travaille vraiment avec des lasers intenses et en fait, ce qu'il y a de nouveau dans ces lasers intenses, c'est que l'énergie qu'ils sont capables de délivrer, on parle aujourd'hui de pétawatts et on envoie des impulsions de lumière en fait avec des temps extrêmement courts. Et donc l'énergie crête qu'on peut déposer avec ces lasers, on parle de puissance instantanée de plus 10 puissance 21 watts. C'est en un temps infiniment court qu'on peut déposer une énergie colossale et ça nous permet d'atteindre des nouvelles physiques et notamment la physique qu'on appelle ultra-relativistique. Relativiste en français, excusez-moi. Oui. Et en fait, avec ces lasers, c'est-à-dire qu'on a évolué depuis plus de 50 ans depuis la découverte de manière technologique et puis en recherche, on a toujours pu augmenter la puissance de ces lasers et donc ça nous donne accès à de nouvelles physiques. Et donc les chercheurs des plasmas, ils utilisent cette technologie pour ça. Et nous, en fait, en fabriquant les lasers, un jour avec mon doctorant, on était comme en manip, comme d'habitude, et on a une idée assez bête en fait qui nous est venue comme ça parce que un jour, vous pouvez voir sur les photos là que je vous ai fait parvenir, on a placé sur un laser par erreur parce que normalement c'est quand même assez dangereux. On utilise en fait en salle de manip des clés Allen en fait pour visser toutes les optiques, toutes les montures, tout ça. Et on est passé par erreur dans le faisceau. Et on a vu qu'il y avait une interaction très très forte en fait entre le faisceau et la matière métallique du tournevis. Et ça nous a donné des idées. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, on est aussi, mon doctorant et moi-même, assez mélomanes et on aime bien la musique, notamment dans les longues heures de manip, on écoute un peu de musique. Et on a eu l'idée, en fait, d'utiliser le laser pour focaliser ce laser sur le câble, en fait, avec des énergies jamais atteintes auparavant. Parce que la suite de l'histoire, en fait, c'est que c'était pas du tout prévu. On a utilisé le laser
à des fins plus personnelles, on va dire, sur une erreur de manip. Et on s'est dit, en fait, en tapant sur ce câble au laser, en atteignant ce que je vous disais, des phénomènes ultra-relativistes de la physique, en fait, on s'est aperçu que le câble, il était resté dans la chambre d'interaction laser. Donc, vous pouvez voir sur les photos, on voit c'est des grosses chambres qui sont mises sous vide, en fait, Oui. parce que la lumière serait tellement puissante que ça pourrait ioniser l'air. On verrait des éclairs dans l'air. Et nous, ce qu'on veut pas, c'est que, voilà, on veut justement que l'énergie aille sur la cible. Et notamment, là, c'était notre câble qui traînait là par hasard. Et ce câble, un jour, on l'a utilisé pour brancher sur notre petite ampli en salle de manip et les enceintes. Et là, on en est parvenu parce que c'était une chaîne tout à fait modeste, hein, comme voilà, c'était de la récupération de chaînes des années 80 qui était encore assez sympa, on va dire. Et on a vraiment entendu une grosse différence. Et donc, on s'est posé des questions. Ok. Et donc, c'est parti de là, en fait. Finalement, vous avez suspecté le câble. Il était probablement un peu tard. Je sais plus très bien dire si c'était moi ou le doctorant qui a eu toutes les idées ou qui s'est aperçu de la chose. Mais en tout cas, on était unanimes tous les deux sur le fait qu'il y avait une nette amélioration. Ouais, et donc, c'est de là qu'on a remonté on s'est posé des questions, puis on s'est dit, comme tout physicien, hein, en général, quand on veut faire une manip, on essaye d'encercler un phénomène, de le reproduire, de le théoriser, et puis de l'expliquer, puis en général, après, on essaye de faire un papier. Et c'est voilà, et on arrive au document. C'est de l'idée de ce papier. Et alors justement, pour le phénomène en lui-même, comment ça marche? Est-ce qu'on peut essayer de comprendre un peu? Parce que bon, je pense qu'il faut quand même avoir des prérequis techniques et scientifiques assez élevés, mais disons, si on essaie de vulgariser un petit peu pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Alors déjà, pour vulgariser, on va parler un peu de l'environnement. Vous pouvez voir sur les photos, les lasers, voilà, on est souvent dans des salles dans le noir, dans la pénombre, on voit le laser, là vous pouvez voir, on voit des lasers qui sont dans le visible, comme le vert là sur les photos. Mais il y a aussi des lasers qu'on aligne complètement dans l'invisible, dans l'infrarouge par exemple, et vous pouvez me voir en photo avec ce qu'on appelle un viewer, ça permet de voir le faisceau, de l'aligner avec tous les petits miroirs, on peut jouer sur les miroirs pour guider la lumière. D'accord. Et donc le but du jeu, c'est de l'amplifier toujours plus fort à travers une succession d'amplis et de l'amener, comme je vous le disais avant, dans une chambre à vide pour pas, que ça puisse ioniser l'air et de faire des grands éclairs dans l'air. En fait, on veut guider l'énergie jusqu'au plus près de la cible. Et donc quand on arrive sur la cible, en fait, vous pouvez voir, donc les chambres à vide, on les voit bien. Je peux même vous montrer une vidéo, je crois que j'ai transmis, qui montre en fait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la chambre. Donc on ne verra pas l'endroit précis de la manip, hein, parce qu'il y a voilà, on veut garder notre technologie quand même. Oui, j'imagine, surtout dans un labo comme ça. Oui, c'est pas tous les jours qu'on tombe sur ce genre de choses. Et donc je vais en venir à la question. Hein. La question, c'était bien de comment marchent les choses, ce que je peux en dire en tout cas. Cette lumière qu'on envoie dans cette chambre à vide, on l'envoie sur un dispositif spécial. Donc vous avez le nom dans la publication, le dispositif Fish. Donc je ne décrirai pas tout le dispositif, mais en tout cas, ce que ça produit, c'est que la focalisation de la lumière à travers ce dispositif qui finit sur le câble permet une forme d'irradiation quantique à des énergies jamais atteintes avant. Et là, on peut voir, en fait, je vais vous montrer, c'est un interférogramme, en fait, c'est quand on fait interférer la lumière avec elle-même, ça permet de faire des mesures extrêmement fines, parmi ce qu'on a de plus fin pour analyser la matière de près. Et ce qu'on peut voir sur l'interférogramme, ce qu'on s'est aperçu, c'est que on a soumis un câble qui était standard, et le même câble standard, on a coupé un bout, hein, c'est le bout qu'on a mis dans la chambre. Après avoir été irradié au laser par ce processus, on peut voir que les joints de grains internes à la matière, en fait, ils étaient désordonnés, et nous, on a réussi à les ordonner. D'accord. Et ça procure, il y a des aspects quantiques là derrière sur la propagation en fait des électrons dans le câble qui vraiment révolutionne la chose, quoi. D'accord. Est-ce qu'on peut mettre c'est pas de la supraconductivité, c'est encore une nouvelle méthode qui est quantique et qui est encore différente et qui permet des propriétés en fait au flux des électrons qui est vraiment extraordinaire. La particularité de notre dispositif, c'est effectivement d'envoyer un laser qui a une certaine longueur d'onde. Donc là, on travaille dans l'infrarouge, on le verrait même pas, mais une fois passé à travers le dispositif Fish, c'est là qu'il y a un effet spectral qui se passe.
et qui envoie toute cette énergie avec un spectre bien défini sur le câble. Et bon, là, il y a nos secrets en fait de fabrication. Mais en gros, c'est ça l'idée. Et en tout cas, on voit les modifications sur le câble. Et après, on peut le passer à la mesure classique. Et puis finalement, écouter la différence. Et ça, pas mal de gens étaient unanimes. Ouais, donc ça s'entend vraiment, quoi. Parce que souvent, les différences entre les câbles, entre tout ça, c'est toujours un peu des sujets de débat sans fin. Et on n'entend pas. Là, apparemment, c'est vraiment un écart sonore qui est vraiment, vraiment sensible, quoi, qu'on perçoit vraiment bien, quoi. Oui, puis nous, de toute manière, on est scientifique, hein, donc on se pose pas trop de questions au début d'ordre métaphysique. Hein, on va prendre les instruments de mesure, on va regarder quelles sont les différences, les quantifier objectivement. Et une fois qu'on les aura vus, d'ailleurs, en les voyant, on sait à peu près à quoi s'attendre à l'oreille, si on est bien entraîné. Et puis après, on va écouter et là, on va se rendre compte. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'avec notre dispositif, d'un coup, c'est vraiment, on gagne plusieurs ordres de grandeur sur les paramètres intrinsèques d'un câble typique de cuivre. Et ce qui veut dire que tous les paramètres connus qui sont classiques, qu'on peut calculer simplement, que les gens connaissent dans l'hi-fi, qui font de l'analogique depuis la nuit des temps, on va dire. Là, on est des ordres de grandeur meilleurs sur les spécifications du câble. C'est vraiment assez fantastique. Ce qui veut dire là, vous avez une corrélation parfaite entre ce que vous mesurez et ce que vous percevez qualitativement à l'écoute, quoi. On a vraiment un lien très très fort. Pour nous qui connaissons la corrélation entre les instruments de mesure et ce qu'on s'attend à entendre, oui, clairement. D'accord. Après, si on demande, on a évidemment demandé à des mélomanes ou des gens qui même n'y connaissaient absolument rien, on leur demandait d'écouter on a fait ça évidemment en blind test, en ABX avec un protocole quand même un minimum sérieux. Bon, après c'était sur un échantillonnage limité, mais ce qu'on ressent tous, c'est une nette amélioration et c'est indéniable. Et à la mesure, c'est des ordres de grandeur au-dessus. Donc, c'est vraiment fantastique. Dire qu'on a là, c'était pas quelque chose de prévu à la base. Donc vous pouvez voir, vous voyez sur des photos du laboratoire, par exemple, toute l'expertise qu'on peut avoir sur les câbles. Vous voyez, on en a des kilos, on fait des spaghettis. Mais on a aussi, vous voyez, des bandes de mesure où on voit des préamplis sur des câbles avec des oscilloscopes à plus de 80 GHz. Donc c'est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Oui, donc on peut pas aller au-delà de ça. Bien sûr. Ce genre de choses, et on sait très bien ce qui se passe en tout cas. C'est fantastique de voir que sur des domaines, des éléments aussi basiques que le câble, on a encore des découvertes qui peuvent se faire à ce niveau-là. C'est vraiment fascinant. Et moi, j'aurais une dernière question. Finalement, ça va être quoi les applications de ça? Parce que bon, je pense que c'est pas encore qu'on va pouvoir profiter de cette technologie dans nos installations audio, que ce soit de la hi-fi ou du studio, je suppose, il y a encore un peu de travail, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres applications? Enfin, quel sera l'avenir un petit peu de tout ça? Comme d'habitude en recherche, on peut, si on a un peu d'imagination, on peut voir très très loin. Là, ce qu'on peut dire, c'est que vous voyez, j'ai fait quelques conférences pour expliquer au monde un peu la teneur de ce nouveau travail de recherche. Nous, ce qui nous a vraiment intéressé, c'est les propriétés sur le matériau et tout ce que ça peut entraîner. Il se trouve qu'on est mélomane et qu'on aime bien ça et qu'on a des amis qui font de la hi-fi, donc on s'est dit qu'on allait les aider un peu, mais on peut voir plein d'autres choses dans plein d'autres domaines qui utilisent des propriétés extrêmes des câbles classiques. Donc je pense qu'à tout ce qui est avionique, c'est vrai que dans le militaire, dans la santé, on peut imaginer beaucoup de choses. C'est vrai que les câbles sont partout en réalité, donc. En réalité, oui. Ça a l'air de quelque chose complètement banal et bête, mais en fait, c'est parfaitement connu depuis Maxwell. Mais en fait, ce qui a réellement changé, c'est que toute la théorie d'avant, elle reste parfaitement valable. Ce qu'on a trouvé, en fait, c'est un procédé, je voudrais dire, pour changer la structure même d'un matériau archi connu depuis la nuit des temps. Et ça, par contre, c'est seulement nouveau grâce à des lasers extrêmement puissants de l'ordre du pétawatt. Et ça, c'est je veux dire, tout un achèvement technologique pour arriver à faire ce genre de machine exceptionnelle. Et donc évidemment, le problème qui se pose, c'est que si on voulait industrialiser des choses comme par exemple pour l'hi-fi, ce qui serait très très intéressant, le laser il vaut plus de 100 millions, donc c'est un peu difficile. Oui, ça commence à faire un peu cher. Là. Mais on pense quand même faire des petites séries pour les gens vraiment passionnés qui auraient un intérêt spécial pour la recherche et les choses vraiment nouvelles. Et donc là, on tient quelque chose de vraiment révolutionnaire, je pense, dans le domaine d'application de l'hi-fi.
petit peut-être teaser qui peut intéresser les auditeurs. Où, voilà, si vous voyez bien sur une des photos, la chambre énorme et le laser énorme, on a quand même essayé de réduire tout ça. Et vous voyez, il y a un plus petit laser que vous voyez avec ses capots bleus. Et la petite chambre prototype, elle est petite, voilà, d'une centaine de kilos. Et ça, avec ça, on peut faire une petite production de câbles. Et j'espère, mon cher Dominique, te réserver la première version. Eh ben, ça sera avec un. Si des gens passionnés ont envie, vous pouvez contacter Dominique. On essaiera de voir ce qu'on peut faire. Ah, c'est vraiment génial. Je dirais quand même que voilà, si la recherche c'est un super métier, et j'espère que des jeunes viendront pour justement trouver encore plein de choses folles. Eh ben, merci franchement. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là sur ces belles paroles. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. Alors peut-être que cette découverte va enfin permettre de réconcilier tout le monde sur la question des câbles, parce que c'est vrai que c'est une question qui est souvent polémique, que les gens sont jamais d'accord. Alors c'est vrai que tout ça, ça interpelle un petit peu quand même. Alors j'ai demandé à JP Horn ce qu'il en pensait. JP Horn, on peut pas faire mieux en termes de scepticisme et de rigueur scientifique dans le monde de l'audio. Donc je vous livre un petit peu brut comme ça sa réaction et son sentiment. Et salut Dominique, alors là je viens de recevoir le document à propos d'une espèce de technologie là, qui est sortie, qui est assez récente, que je ne connaissais pas du tout. C'est plutôt intriguant comme système. C'est en fait, là, ces interactions entre lumière et ondes acoustiques, je connaissais certains principes comme la sonoluminescence, qui permet de générer de la lumière à partir d'ondes acoustiques, mais j'ai l'impression que ça, c'est un système carrément qui fonctionne dans l'autre sens, qui permet à partir d'ondes lumineuses d'avoir de l'impact dans le domaine acoustique, dans le domaine des basses fréquences. Et c'est assez curieux parce que, pourquoi pas, j'ai regardé un peu et le domaine a l'air assez actif dernièrement, où j'ai vu que ça touchait pas mal de domaines. J'ai vu que ça touchait l'astronomie, la biologie, la mécanique. Ça a l'air d'être quelque chose qui vient d'être un petit peu, on va dire, découvert. Là, je vois la biographie à la fin du truc. Ce ne sont que des articles très récents. Et ils sont assez variés. Bon, j'en ai regardé quelques-uns. Bon, certains sont quand même nécessitent des prérequis dans leur propre domaine que j'ai pas forcément. J'avoue, c'est difficile à voir, mais l'idée est plutôt intrigante parce que je me dis que si on pouvait effectivement corriger certains problèmes qu'on a avec la transmission de signaux ici dans des câbles, ici il parle de câbles, mais bon, ça pourrait même peut-être être généralisé à d'autres choses, mais on a ce genre de problème, ne serait-ce qu'en numérique, en digital, lorsqu'on a des débits assez élevés, des choses qu'on peut rencontrer, on a des techniques ou des pré-égalisations, post-égalisations qui permettent de compenser le problème des câbles. Mais si en fait l'égalisation est faite au sein même du câble, on n'a plus à gérer ce genre de trucs, qui sont des domaines assez complexes. Ce sont des trucs difficiles à faire et qu'on doit adapter à chaque fois, selon le type de transmission qu'on a à faire. Mais là, si la transmission elle-même s'auto-corrige, c'est plutôt intéressant. Alors, je serais curieux de voir l'aspect pratique du truc, comment ça risque d'être présenté, mais pourquoi pas. On peut avoir des problèmes avec des câbles, on peut avoir des câbles qui sont trop capacitifs, qui ont tendance à raboter dans l'aigu parce qu'ils sont utilisés avec des matériels qui posent des problèmes. Mais si ça permet en fait d'agir sur certaines plages de fréquences et compenser certaines choses et que ce soit un système intrinsèque au câble, c'est plutôt une idée originale. J'aurais pas pensé à ça, mais j'avoue que c'est plutôt intriguant parce que c'est quelque chose qui a l'air d'être assez actif. C'est étonnant parce que au début on se demandait un peu, mais bon, vu lorsqu'on fait des recherches, le domaine de l'optoacoustique semble vachement active en ce moment. Je me dis que, d'ailleurs, je me demande qu'est-ce qui a poussé à commencer à attaquer un peu ce domaine. Mais pourquoi pas. Je serais curieux de voir un peu vers quoi ça va aller, ça. Parce que ça pourrait résoudre un certain nombre de problèmes, ça pourrait définitivement stopper tout ce délire sur les câbles où chacun fait des trucs un peu n'importe quoi, mais ça, au moins, on a eu quelque chose d'actif qui vient réellement travailler sur le système. Alors, effectivement, je serais curieux de voir un peu jusqu'où on peut aller par cette action de lumière sur ici une transmission par câble. Est-ce que ça pourrait se généraliser à d'autres systèmes, ne serait-ce que des semi-conducteurs
qui pourrait inclure un système optique en interne qui pourrait compenser ces défauts. Peut-être qu'il y a des choses à faire là-dedans, peut-être qu'on pourrait faire des composants qui sont, on va dire, qui ont le côté habituel du composant, plus cette partie optique qui permettrait de peut-être compenser les défauts de composants qu'on a habituellement. Ah, je me dis que peut-être qu'il y a des choses vraiment étonnantes à aller fouiller là-dedans. Je serais curieux de voir un peu vers quoi ça va aller et dans le futur, vers quoi ça va tendre. Bon, c'est vrai que tout ça, c'est quand même assez intriguant, hein. Je rejoins assez JP Horn là-dessus. Et comme lui, je suis assez curieux de voir un petit peu ce que ça va donner dans les années qui viennent. Alors, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, je serais ravi de lire un petit peu tout ça. Sur ce, n'oubliez pas de mettre les petits pouces si vous avez apprécié la vidéo. Pensez à vous abonner si vous l'êtes pas. On est bientôt 7000 sur la chaîne, c'est fantastique, ça grossit encore, c'est magnifique. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter de tout le meilleur. Prenez soin de vous et à la prochaine.